Ça reste, on aurait pu parler ça encore. Ça peut rester encore vrai, mais il s'agit d'avoir une posture. Voilà, c'est ça. On choisirait une. Donc, ne vous inquiétez pas, on va se gérer. Donc, vaut mieux dire, sortir, exprimer, et là, ça va être riche. Pourquoi? À la base du comportement humain, il y a un petit fait. Attendez, on va faire l'expérience, vous allez voir. Je vais prendre ma stagiaire. Elle me donne un crayon. Je lui donne un crayon. On a un crayon chacun. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Alors, je recommence quand même. Vous voyez, je lui donne un crayon. Elle me donne un crayon. En dehors de récupérer mon crayon, on a toujours un crayon chacun. Ça, c'est la relation matérielle. J'ai une idée. Ce soir, je sens le public, il se demande où il va aller. Elle a une idée. C'est maintenant qu'il faut y aller. N'importe quoi. Je ne sais pas. Elle a une idée, je ne sais pas. J'ai une idée, je sens le public, nanana. Elle a une idée, je ne sais pas. On a deux idées chacun. Ça, c'est la relation humaine. Tant que vous aurez remplacé la machine, tant que vous n'aurez pas remplacé la machine là, bon, on a encore pour un moment. Voilà, ça c'est la relation humaine. Donc en fin de compte, si on échange, vous y mettez du vôtre, vous allez recevoir. Je pense que je peux tenir jusqu'à demain matin. Donc autrement dit, et vous risquez d'être fatigué peut-être avant, donc on trouvera un compromis. Et puis les organisateurs vont oublier d'arrêter la machine, ne vous inquiétez pas. Donc à partir de là, l'état d'esprit, vous osez, vous posez des questions, vous affirmez, témoignez. Et puis moi, avec mon métier, moi je parle de quelle place? Mon métier à moi, c'est psychologue. Alors, c'est pas grave, et ça fait un moment que ça dure. Psychologue, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est. Déjà, c'est pas ça et c'est pas ça. Ça, c'est deux métiers qui doivent être sympas, mais c'est pas ça. Ça, c'est un métier, c'est le métier qui gère les lois. Un être humain, 100% d'un être humain, c'est impressionnant, il faut mesurer l'affaire, 100% d'un être humain dépend des lois. Le métier qui gère les lois, c'est magistrat. On va dire ça autrement. Juge, c'est sûrement bien, mais moi je ne fais pas le métier là. À l'opposé de ça, il y a un droit universel. C'est quand même l'air sérieux, un droit universel. Ce droit-là, c'est que tout être humain a le droit d'être défendu. Le métier qui défend, c'est avocat. Psychologue, nous on n'est pas là pour défendre. On ne défend pas. Donc on ne juge pas, on ne défend pas, on explique le comportement humain. Voilà, ça c'est une formation doctorale universitaire. Expliquer le comportement humain. La deuxième dimension, moi je suis praticien. Praticien, c'est faire que les choses s'améliorent. Et pas de la philosophie, ça doit être sympa. Ça doit être, pas de la poésie non plus, ça doit être encore bien aussi. Mais je ne fais pas ça. Mon métier à moi, en tant que praticien, c'est faire que les choses s'améliorent. Et qu'est-ce qu'il y a derrière faire que les choses s'améliorent? Il y a ce qu'on appelle des processus de changement, qui sont connus dans les connaissances, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc, vous voyez, mon métier c'est ça. Donc moi je parle de cette place-là. Toutes vos questions, toutes vos remarques, tous vos témoignages, tout ce que vous voulez, je vais répondre et parler de cette place-là. Vous allez parler de la place qui vous est vôtre, et moi je vais donner cet éclairage de mon univers professionnel, pour lequel on a une légitimité, ça s'appelle un numéro d'Adélie. Et ouais, voilà, il y a parti là. Après, on s'allume. Puisque bio, et je vois, je ressens des choses, et puis j'ai l'impression de comprendre les gens qui sont mes potes. Et je me dis, je voudrais comprendre l'être humain. Et mon prof, arrivé au mois de mars, c'était beaucoup moins tôt que maintenant, parce que le mois de mars, maintenant c'est fini. Mais au mois de mars, à l'époque, il me pose la question, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Et du coup, j'étais un peu anxieux. Et je lui sors comme ça, je voudrais comprendre l'être humain. Et il me dit tout de suite, ah bah oui. Ah oui. Il a l'air de dire, si tu en avais fait un petit peu plus, tu aurais déjà compris 2-3 chapitres supplémentaires, peut-être même le bouquin entier. Oui, c'est vrai. Alors j'ai ressenti ça, puis il me dit, la semaine d'après, il était plutôt... il nous suivait, il ne perdait pas de vue.
À l'époque, on l'appelait professeur titulaire. Mon prof, il me dit comme ça, bah, j'ai réfléchi à ton affaire, psychiatrie, mais il va falloir faire médecine. Et puis quand il me dit ça, ah, je sens qu'il n'y croit pas du tout. Alors je sens dans l'intuition, vous savez, on parle 67% avec le non-verbal. Bon, bah lui, il n'y avait plus de 67% là. C'était net, je me dis, lui, il ne croit pas. Mais tout de suite, ça évoque chez moi, regardez comment ça fonctionne un être humain de moi, comment moi j'ai fonctionné. À la base, moi je ressens médecine. Ça me fait penser à quoi? Petit, quand le médecin venait, il avait une jolie petite sacoche, il avait un petit costard, il était petit, et il avait toujours les mains froides. Et puis quand je le voyais, c'est comme ça. Quand je le voyais, c'est comme ça. Et j'étais rarement, j'ai pas un bon souvenir de ce gars-là, qui était sûrement charmant comme tout. Mais quand je le voyais, il venait à domicile. Et quand je le voyais, c'était extra. Donc, et dans ma tête, regardez, un autre moteur de l'apprentissage, l'identification. Ah bah c'était pas à lui que j'allais m'identifier. Je veux pas être ça. Il est pour rien, le pauvre gars. Donc, il est pour rien. Et donc je me dis, non. Et je dis à mon prof, il me dit, bah non, la psychiatrie c'est quoi? Bah, il faut faire médecine. Et puis il y a une spécialité 4 ans après. Je dis, mais on ne peut pas commencer tout de suite, ça sort comme ça. Il ne faut pas commencer tout de suite là? Il me dit, non. Putain, là, je ne comprends pas l'incohérence de l'affaire. Et il me dit, bah, autrement, il y a une autre voie. Ça sentait un peu en disant, bah, il y a ça, et bon, bah, ça. Donc, autrement dit, et là, c'est psychologie. Et là, je lui dis, ça sort tout de suite, on commence tout de suite. Il me répond, ah bah oui, première année. Oh. Et donc là, ah oui, ben là, ça m'a fait bien. Oui, oh, allez, comme je vois qu'on est parti, je vous remets un petit zoom supplémentaire. Quand j'arrive à la fac, je suis content. Donc d'abord, moi, je viens. Vous savez, quand vous êtes dans une classe, vous êtes avec les mêmes que vous. Vous en rendez pas compte. Vous êtes avec les mêmes que vous. Les clones. Les mêmes que vous. Tandis que j'arrive à la fac, d'abord, on est 650 dans l'amphi, j'ai l'impression que c'est tout le lycée. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils sont, je sais pas, 2000. Je rentre dans l'amphi de ma campagne profonde. Je rentre dans l'amphi, et là, je n'étais pas en retard, je vous garantis. Je m'installe et je vois des gens un peu comme vous. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je vois une dame avec un enfant, j'ai encore l'image, je l'ai gardée pendant. Bah, il est déjà petit. Elle est là, l'enfant, il est là, dans l'amphi, il est là, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est aussi net que ça. Mais je ne dis rien forcément. Et puis une année de sociologie aussi. Alors j'ai appris plein de choses. Voilà. Et puis à partir de là, moi j'étais désintoxiqué. Et en parallèle, je travaillais. C'est-à-dire, je dois beaucoup à l'éducation nationale. Parce qu'en fin de compte, en parallèle, pour financer le budget, j'ai été pion, mais je ne me vivais pas comme tel. Et tout de suite, ils m'ont repéré. Jean-Louis Robert, il s'appelle. Il a fini au ministère. On peut du temps. Non, c'est parce que c'est une promotion. Et du coup, lui, il est venu me voir, il avait dû sentir que je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il avait senti d'abord. Et puis il m'a dit, bah, toi, voilà, alors j'étais déjà en 3e année, je pense. Il me dit, est-ce que tu dois me dire tu est-ce que tu serais intéressé, alors moi du coup j'étais terrorisé, est-ce que tu serais intéressé par travailler avec le service social du lycée, c'est-à-dire avec l'infirmerie, il y avait l'assistante sociale, et il y avait ça s'appelait les adultes relais de mémoire. Et du coup, je dis oui. Et puis on construit un système qui serait légalement complètement débile à l'heure d'aujourd'hui et impossible. Eh, on n'est pas en 1500, hein. Ah ben nous, on est en 1982. Ah, donc 1500, c'est pas non plus... bon, donc on est en 1982, et là, il y a des élèves en difficulté, particulièrement en seconde. Pourquoi? Parce qu'ils changent de monde un peu, ils arrivent au lycée, et tout ça, bon voilà. Et puis, qui peuvent être un peu en difficulté, les maths, j'ai jamais fait, ils n'allaient pas me demander moi de faire les maths. Donc, c'est pas ce registre-là, mais on sentait. Et donc, l'infirmière, elle leur disait, à ces jeunes-là, ce serait bien que vous voyiez quelqu'un, ou que vous consultiez. Mais alors aujourd'hui, c'est légalement tout autrement que ça se passe. Mais à cette époque-là, on leur disait, ben voilà,
Et c'est ça l'idée qu'on invente. Et c'est là, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait de la pratique dès la 2e année de l'université, de la clinique tout de suite. Donc les élèves qui sont un peu en difficulté, l'infirmière oriente vers en disant, ben voilà, vous avez la possibilité de les consulter à l'extérieur, il faut en parler à vos parents, et puis vous prenez rendez-vous, et vous voyez votre médecin, et toute la panoplie autour. Ou vous avez la possibilité de voir quelqu'un ici qui est surveillant. Alors, je te célèbre. Il y a des cheveux partout. Et donc, du coup, et puis je faisais à peu près accessible. Mais j'avais pas l'aisance, si tant est que ça ressemble un peu à l'aisance, que j'ai aujourd'hui. J'étais plus, mais j'étais assez quand même, j'aimais bien parler. Et donc du coup, je fais ça, puis ça marche nickel. C'est-à-dire plein d'élèves qui sont en difficulté, ça va marcher. Ça a même fait l'objet d'un public. Et Jean-Louis Robert me rattrape après et me propose, je voudrais vous amener aux États-Unis travailler pour Greta. Du coup, il m'angoisse, lui. C'est terrible. Parce qu'au bout de 3 ans, il doit faire 3 ans là, et la 3e année, il va me proposer d'aller travailler pour le Greta. Et il me dit, voilà, je vous amène en formation aux États-Unis. Parce que le nouveau modèle, on peut l'expliquer, on va le déployer. Le nouveau modèle, il a besoin de s'exprimer, c'est-à-dire d'être sujet. Et pas un réceptacle qui reçoit la connaissance, comme à l'époque où vous étiez à l'école, pour les plus anciens d'entre vous, un instituteur qui distribuait un savoir que vous gobiez plutôt bien d'abord, plutôt bien, parce que vous restituiez parfaitement les choses. Ça s'appelait un diplôme à la fin, certificat d'études. Cet instituteur-là, qui était un seigneur, c'est un peu ça, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les élèves l'auraient pendu. Mais c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus, du tout adapté à ce monde-là. Vous entendez des conneries, quoi? Eh bien non, parce que l'être humain, et c'est toujours le même quand même, d'un point de vue neurologique. Si vous écoutez Boris Cyrulnik, oh là là, là je vais me risquer. Cyrulnik, ça doit être comme ça. On ne doit pas avoir de C. Boris Cyrulnik, là qu'à regarder sur YouTube, vous allez trouver plein de choses avec Boris Cyrulnik qui va vous expliquer tout ça. Ça, c'est des petites choses, des petites vidéos sur YouTube, parce que lui, il est extraordinaire. C'est un neuropsychiatre, un neuropsychiatre, bon, il a tellement de qualité que vaut mieux l'écouter lui directement. Et donc, du coup, en gros, c'est un spécialiste du comportement. Et donc, Boris Cyrulnik, il est immensément influent parce qu'il influence la prise en charge scolaire. C'est-à-dire tous les politiques, vous comprenez, à l'heure d'aujourd'hui, dans notre société, on travaille avec des gens qui gouvernent, la gouvernance. Vous comprenez? Son pouvoir, principe, c'est un peu la démocratie, je vous laisse réviser comment ça marche. C'est pas une petite affaire, mais il y a ceux qui sont les experts, c'est-à-dire ceux qui ont une légitimité, qui sont la légitimité d'expertise, et c'est un peu à ce titre-là que je parle, mais moi, petit expert pour vous. Non. On ne vieillit pas, on prend l'expérience, c'est rien. Absolument. Mais je sens bien que ça va coller. Et donc, du coup, vous comprenez, là, vous allez trouver avec Boris Cyrulnik plein de connaissances. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cyrulnik? Neurologiquement, l'individu n'a pas changé. Perdez autant de neurones tous les jours. Par contre, c'est plus le même. La trace neurologique qui va faire le comportement, il y a toujours trace, mais c'est plus le même comportement. Un enfant, vous avez tous eu, je ne vais pas prendre de risque, vous avez tous eu 10 ans. Ah oui, il faut être prudent. Donc, autrement dit, vous avez, ça prend le son. Oh. Donc, du coup, vous avez tous et toutes eu 10 ans. Vous prenez un échantillon de 10 ans là ce soir, mais abandonnez les comparaisons. Et là, vous avez une fracture générationnelle. La fracture générationnelle, vous avez l'explication de difficultés qu'on vit. Ça s'appelle fracture générationnelle. Oh, dis donc, je suis parti un vrai prof. Donc, fracture générationnelle. Non, ils écrivent tous mieux que moi. Et donc, du coup, fracture générationnelle, c'est quoi la fracture générationnelle?
Ben, c'est que parce que vous avez eu 10 ans, vous dites, écoute, c'est comment ton petit nom? Sophie. Sophie. C'est quand même pas toi qui va m'expliquer ce que c'est que avoir 10 ans. Tu imagines bien, Sophie, que je les ai eus avant toi. C'est une pièce de théâtre. Donc, autrement dit, faut quand même pas exagérer. Donc, faux. C'est une erreur, c'est ça qui nourrit la fracture générationnelle. C'est pas parce que vous avez... Oui, il y a quelques points communs, on est d'accord. Mais en même temps, ils sont totalement différents, très différents dans le comportement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fabriqués, entre guillemets, à la même époque. Pourquoi j'ai une question pour vous, là, parce que je vois que... Patient, si vous endormez, c'est bon. Donc, pourquoi ils sont tous nerveux à l'école, là? Pourquoi les profs, maintenant, ils ont fait des îlots? Ils travaillent en îlots. Avant, c'était bien rangé, d'ailleurs, on voit bien que ça fonctionne. On revient dans 30 ans à la place ici à Merdrignac. Prenez les photos. Prenez les photos, surtout la date dessus. Et à partir de là, vous verrez ici la prochaine conférence de Talouette version junior. Des îlots. On sera tous en îlots. Pourquoi, à votre avis, vous pensez que c'est une mode en disant il y a un qui a vendu des chaises, on dit c'est pas possible qu'il a fait le marché. Pour renouveler tout ça, on a changé les normes, et du coup il y a des îlots partout. Ben non, ça correspond à capter quelque chose. On est des sur-mesures à l'heure d'aujourd'hui. Bon, voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé pour qu'un enfant de 10 ans va être différent? Vous avez 4 heures. Donc, l'information, expliquez un peu, monsieur. À 10 ans, j'étais pas très informé. Ça, c'est vrai. Bah, pardon. Alors, bien ou mal informé. Oui, mais fake news, c'est quand même quelque chose qui se développe aujourd'hui. Aujourd'hui, pour peu que les gamins ils cherchent l'information, ils trouvent toute l'information qu'ils veulent trouver. Bien. Alors, est-ce qu'il a un magazine, est-ce qu'il a compris ça, c'est autre chose? Oui, ça c'est tout à fait son information. Oui, tout à fait. Alors, moi je vais rebondir. Voilà comment je vous propose qu'on travaille ce soir. C'est qu'on va donner des zooms, ça, puis je vais donner un peu comme un tableau, si on était un peintre, ça va être un sacré paysage. En grosse barrière dans les 15 km aux alentours. Je vais montrer, les sociologues, il faut bien que ça serve. Donc à partir de là, ils ont calculé que c'est dans les 15 km aux alentours. Donc vous voyez très bien qu'on était dans un monde monoculture. Monoculture, ça veut dire quoi? La culture, c'est quoi? C'est une façon de penser. Je ne pense pas, quand je suis d'une autre culture, je ne pense pas de la même façon. Alors arrêtez de dire qu'il faut bien penser, parce qu'il n'y en aurait pas un parmi ceux qui ne pensent pas de la même façon qui penserait bien, et l'autre dit bah, arrête de déconner comme tu penses. Non, c'est la culture, c'est une certaine façon de penser, une certaine façon d'agir. Il y a des choses que je ne fais pas, ou que je fais suivant les cultures. Je suis allé aux États-Unis il n'y a pas longtemps, j'ai fini dans les bras de la famille qui m'accueillait, je me dis j'ai tout gêné, je ne savais pas où me mettre. Et juste pour me dire bonjour. Purée, dans ses bras et tout. Putain, je ne savais pas comment faire, je n'étais pas habitué à ça. Pourtant, je suis assez ouvert. Mais pourquoi? Ben, ça, c'est de la culture. La culture, elle va rentrer dans le comportement. La culture, c'est pas mais où est donc Ricard? Donc, c'est bien plus que ça. On est d'accord? Bon. Donc, une façon de penser, d'agir, de vivre. De vivre. C'est-à-dire les habitudes. Vous avez vu ce que c'est que vivre, vous avez tout ce que vous mettez dedans. Manger, vivre. Eh bien, dans cette société-là, rurale, c'est plus du tout la même chose. Ça a complètement changé. On a dit que la télé, ça a été la fenêtre sur le monde. On est dans une monoculture, dans un espace relativement clos, on a les mêmes valeurs, on a une interconnaissance, oui, ça fait des êtres totalement différents, ça. Et arrive la télévision, c'est le premier, une lucarne sur le monde, une fenêtre sur le monde, la vraie formule célèbre, c'est une lucarne sur le monde. Et là, j'ai vu des jeux, oui, j'ai entendu souvent des situations comme ça, c'est-à-dire que la télé, bah, ça ouvrait, ça a questionné, ça m'a interrogé, j'ai vu des choses en disant, mais Sophie, t'as vu ça? Et du coup, ça m'interroge, moi, dans ma pratique, dans ce que je vis, je vois le monde. Pourquoi les sciences humaines, alors on dit ça souvent aux étudiants, pourquoi les sciences humaines sont nées?
sociologie, ethnologie, psychologie. Pourquoi tout ça c'est arrivé partout? Aux dernières nouvelles, c'est ceux-là les plus puissantes à l'heure d'aujourd'hui. Ah, je vous garantis, tout le marketing est basé sur la psy. Ah, vous ne pouvez pas imaginer, tout votre comportement, vous êtes décortiqué de A à Z, ça marche. Société marchande, c'est la psy qui est derrière, c'est le comportement. Pourquoi c'est arrivé? C'est que tout simplement parce qu'on a commencé à s'ouvrir au monde, ça a commencé vers les années 1500, les voyages, les bateaux, on se rend compte qu'il y a des gens là-bas, à l'autre bout, ils n'ont pas la même couleur, est-ce que ce sont des êtres humains? Voilà la question, on fait le procès qui s'appelle la controverse de Valladolid. On se dit, mais est-ce que ce sont des êtres humains? Et à partir de là, on se dit, et là, c'est tout. Et là, on s'est dit, mais c'est pas vrai, il y a des gens différents de nous. Et là, on commence à s'interroger, et on va construire des disciplines qui vont essayer de construire un savoir pour expliquer ce qui se passe. Voilà pourquoi nous, nos disciplines naissent. Nos disciplines ont 2 siècles. Pythagore, aux dernières nouvelles, c'est pas un gars d'aujourd'hui. Dernière nouvelle, ça fait longtemps qu'il est sur le marché. Tandis que nous, ça fait 2 siècles au sprint. Donc, l'information, effectivement, le monde s'est agrandi. Alors, effectivement, regardez, l'information, on va dire que le monde s'est agrandi. Un monde s'ouvre. C'est-à-dire, en gros, société rurale, on vit là, société urbaine, on vit dans un immense beaucoup plus grand. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui se développe encore? Les moyens de communication. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication, et on n'a peut-être jamais si peu communiqué. Parce que la communication interpersonnelle, moi et Sophie, ça va pas s'endormir ce soir. C'est pas possible, la prochaine fois j'irai plus tôt. Hein? Non mais je sentirai dans vos yeux quand vous en avez mal. Et donc du coup, donc ça, la relation interpersonnelle, ça c'est quelque chose. Vous connaissez mon job? Moi je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête de Sophie. Tout dedans. Et il y avait tout. Puis c'était l'argument de oh, le tout l'univers. Alors aujourd'hui, tout l'univers, vous avez où? Vous faites toutes les brocantes, il y en a une tous les semaines. Des tout l'univers. Vous vous rendez compte, 40 exemplaires, 5 euros. Beaucoup. Et donc, du coup, le tout l'univers, on l'a réglé. Et alors aujourd'hui, Internet a changé le monde et vous en êtes rendu compte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ils ont de l'information parce qu'ils peuvent la trouver. Alors après, l'information, ça ne fait pas l'assimilation, ça ne fait pas la réflexion. Donc l'information, l'école à l'heure d'aujourd'hui apporte des informations. C'est pour ça que la démotivation des élèves, c'est très difficile le métier d'enseignant à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils vous expliquent qu'ils savent. Vous grattez un peu, ils savent à moitié, ou pas beaucoup. Mais ils ont l'impression de savoir, parce que le monde donne l'impression de savoir. Mais c'est une ressource sans fin. Par votre téléphone, vous tapez tout, vous avez... Bon, il faut reconnaître que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, l'objectif n'est pas de faire le procès de l'outil, c'est un outil qui modifie les comportements. Et l'ère dans lequel on est rentré là, quand je disais tout à l'heure, regardez, vous êtes la génération linéaire. Je suis désolé, hein, c'est sympa, mais vous êtes linéaire quand même. Ça veut dire, c'est quoi? Début, milieu, fin. Vous êtes structuré. C'est-à-dire organisé. Début, milieu, fin. C'est-à-dire que vous êtes la génération du livre. Génération du livre. La nouvelle génération, c'est la génération circulaire. C'est-à-dire des écrans. Et là, ça veut dire quoi? Elle fait plein de choses en même temps. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas début, milieu, fin. D'ailleurs, quand vous prenez un livre, d'ailleurs, ils sont moins à l'aise avec le livre, parce qu'ils ne sont pas structurés pareil. Donc, ils prennent les écrans. Mais vous les avez quand ils arrivent le matin, ou le mercredi parce qu'ils n'ont pas l'école, ou je ne sais pas quoi, ou s'ils sont à l'université, ils arrivent, etc. Ils ont leur téléphone dans la main, leur pomme avec eux. Leur pomme, c'est l'iPhone, parce que c'est quand même un objet d'appartenance. Votre enfant, et vous êtes un peu serré financièrement, et vous êtes roi,
Et vous dites, bon, quand même pas, oui, mais maman, je veux un ordinateur. Et vous dites, c'est super, j'ai trouvé une promo chez Lidl. Et vous regarde en l'air de dire, c'est un ordinateur ça? Ça, c'est pas un ordinateur. Je vais te montrer ce que c'est l'ordinateur. C'est une pomme qui vaut 7 fois le paquet qu'il y a sur la promo. Et vous dites, purée, oui, mais non, mais c'est pareil, il fait la même chose. Oui, mais c'est à... Moi, je veux une pomme. C'est l'appartenance. Et vous êtes pareil avec vos voitures, ça, vos brosses à dents, pas détail, vos cheveux. Mais en même temps, eux, c'est fort. Vous voyez, l'économique est dépassée. Il ne raisonne plus. Maman n'a pas trop de pognon. Papa non plus. Oh, il faut que je les aide. Ah non, 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 non. Objet, besoin. C'est pas un modèle. Objet, besoin. Le prix, je m'en fous, il me faut. Vous voyez bien qu'il ne fonctionne pas comme vous. C'est vraiment récent ça. Moi je me rappelle qu'à une époque, c'était pas de la technologie, mais c'était de la fringue. Et bah, il fallait des chaussures. Et donc c'était des baskets qui valaient super cher, il les fallait. Mais c'est encore vrai pour ça. C'est encore vrai pour ça. Mais ça s'additionne. Vous avez entendu dans l'explication des gilets jaunes au rond-point, les sociologues qui vous ont dit, ils vous ont dit que c'était des gens qui avaient éventuellement des difficultés, mais il y avait des dépenses incompressibles. Regardez la liste des dépenses incompressibles. Vous avez Internet, vous avez le téléphone, les abonnements, et vous avez l'ordinateur. Et vous avez ça déjà? Vous aviez déjà ça, vous? Ah, peut-être pas l'ordinateur. Ah ouais. Donc vous voyez, les abonnements d'ailleurs, oui. Donc, mais vous voyez, ça s'additionne quand même. Donc ce sont des êtres avec le fonctionnement circulaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont faire plein de choses en même temps. Mais c'est la génération qu'on va appeler la télécommande. On revient à la télé. L'outil, il est né dans le handicap. C'est-à-dire la télécommande est née dans le handicap. C'est pour ceux qui étaient avec un handicap, ils ne pouvaient pas aller changer de chaîne, en disant, Sophie, lève-toi, change de chaîne. Ton tour. Hein? La télécommande, ça a changé le monde. Ça a complètement changé le monde. Ça a tellement changé le monde que vous avez changé la chaîne avant que ça se finisse. Début, milieu, fin, vous êtes arrivé là. On dit, vous venez très vite dans le coup. Oh, puis on va regarder plusieurs films en même temps. Surtout que d'un point de vue confort, c'est quand même... c'est lui qui a inventé ça. Tac, tac, tac. Ben, eux sont construits avec ça. En même temps, vous avez bien vu. Regardez. Alors ça c'est connu. Quand moi je fais mes études, il y avait Psychanalyse des contes de fées. Voilà, c'était un ouvrage qu'il fallait absolument lire. Ça étudiait le petit chaperon rouge et puis tous les symboles qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si vous écoutez tout ce que vous racontez aux enfants comme histoire. Vous voulez quelquefois vous réfléchissiez un peu quand même, en disant je vais lui raconter une histoire. Oh, et vous pensez qu'il ne se passe rien devant. Il est resté. Mais ça l'influence. Donc vous avez confié votre enfant à des informations qu'en 1964, ben, il n'y avait pas. Les informations, l'enfant va aller chercher autour des personnages de la maison, dehors avec les bricoles, les animaux et les bouts de bois. Tandis que là, il y a quelqu'un à l'intérieur qui vient lui donner des informations, que vous ne maîtrisez pas. Aux dernières nouvelles, c'est quand même le monde extérieur qui rentre à l'intérieur. Avant, vous aviez le livre. Mais là, vous voyez, hop, on ouvre cet espace-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, vous avez compris le principe. Vous avez vu l'ouverture. C'est tellement ouvert qu'ils ne croient plus ce que vous racontez. Je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire là. Je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire ici. Mais il y a des élèves qui vont peut-être pas vous le dire, mais ils vont le penser très fort. 39-45. Qui dit que c'est vrai? Eh ouais. Eh ouais. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une fragilité. Un être humain éduque l'autre.
Vous voyez, une génération éduque l'autre. Mais là, l'être humain, il accède à plein de choses. Ils se font leurs petits trucs, comme ils sont plus individualistes. Dans la société rurale, on est plus collectif. Tout le monde voit à peu près tout le monde. Tandis que dans la société urbaine, ben, on ne se voit pas. Mais par contre, on est connecté. Et puis, on a notre monde. Et vous voyez, on finit par s'enfermer tout seul dans des connaissances qu'on peut avoir à l'infini. En gros, mais ça peut être... Vous entendez bien la problématique fake news. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées, qui sont fausses. Et l'enjeu de l'école à l'heure d'aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est d'apprendre les fondamentaux, on a bien compris. Alors combien de temps il faut pour apprendre les fondamentaux? Ben, les spécialistes nous diront, mais à mon avis, amenez-les jusqu'à... Est-ce qu'on est arrivé là? Bon, bac, c'est sûr. Bac plus 2 au moins. À partir de là, attention. Toute la jeunesse qui va sortir à bac plus 4, celle-là, elle est équipée nickel. Alors, c'est pas le problème du bac, le bac, on s'en fout. C'est pas ça. Ben, c'est indispensable, c'est des portes qui permettent de... Et là quelqu'un a un seuil pour faire face au monde. Vous savez, la première mission de l'école, c'est amener, c'est pas moi qui ai écrit, imaginez bien, c'est amener quelqu'un à penser par lui-même. On est quand même sous influence. Le monde marchand nous influence du matin au soir. Par quoi il passe? Par les écrans. Vous tapez sur Google par votre téléphone, vous cherchez chaussures bleues. Ben, vous allez avoir, il y a des gens mathématiques et vous allez avoir plein de chaussures bleues qui vont vous être proposées. Vous imaginez bien que ce n'est pas arrivé par hasard. Je vous garantis que la révolution du monde de 2020, mais c'est déjà commencé avant, et future, elle est numérique. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous savez, on parle de l'intelligence artificielle. Je ne comprends pas pourquoi ils ont appelé ça. Là, je n'ai pas regardé non plus, parce que je devrais pouvoir... J'aurais dû regarder ça, il faut que je regarde. Pourquoi on appelle ça intelligence artificielle? Parce que je ne partage pas ça, je n'aurais pas appelé ça comme ça, il faut appeler ça l'intelligence numérique. C'est de l'intelligence numérique, l'intelligence artificielle. C'est pour moi, c'est de l'intelligence numérique. Mais le numérique, c'est le monde. Tout passe. Alors vous savez, c'est la formule, ce sont les algorithmes, etc. Bon, ne me demandez pas, c'est des gros mots pour moi. Mais en même temps, ça fascine et ça façonne le comportement. L'être humain est submergé d'informations. L'ère de la publicité, dans les années 1970, c'était la réclame. Ça veut dire, la réclame, ça veut dire, moi je fais les savonnettes. On est 2 à faire des savonnettes, c'est moi la mieux. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de la publicité, il y a 5000 savonnettes, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça marche. C'est qu'on vous a repéré cherchant je sais pas quoi, et on vous amène savonnette bleue. Et ça, c'est vendu. Allez, je vous dis un tuyau. Ça, moi, c'est le comportement. Je ne peux vous parler que de là. Je vous donne un tuyau, peut-être que vous le savez, mais bon, on le partagera. C'est quoi? Vous savez que la richesse, ce qu'on vend dans le monde à l'heure d'aujourd'hui, ce qui va coûter le pétrole de demain, c'est l'information. Et avant, la richesse planétaire, c'était le pétrole, on est bien d'accord, on était un peu regardé, on n'en a pas. Ça tousse encore un peu là, mais bon, il paraît que ça pollue, tout ça, ok. Mais là, maintenant, je vous garantis que la richesse du futur, celle qui est là, et c'est déjà ça, c'est l'information. L'information. J'avais fait mon PowerPoint, puis je me retrouve, j'en ai 16 devant moi en U, pas d'îlot, mais en U. Et j'étais parti. Et puis, bon, ceux-là, ils grattaient, et ils étaient tous des pommes. Je me dis, c'est pas possible que je dise tout ça. Et puis à un moment, je les voyais se regarder. Je me dis, tiens, ça drague. Ça drague et tout. Et puis, tac. Puis je voyais comme s'il y avait des codes entre eux et tout. Je me dis, c'est quoi ce truc? Et à un moment, donc j'avais 4 heures avec eux, 2 heures la pause. C'est dans une université. Et donc, du coup, puis à un moment.
Et puis à la mi-temps, dans la pause, je demande à une fille en disant, bah alors ça va et tout, c'est pas trop... Ouais, ça va et tout, etc. Mais je dis, j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Oh oui, mais non, mais on ne fait pas tous pareil. Hein, vous ne faites pas tous pareil. Ça veut dire quoi? Oui, non, mais non, parce qu'on s'échange des informations. Vous savez, moi je prends le cours. Elle est corrige, bah, elle est douée, Sophie, elle est douée en orthographe. Elle corrige les fautes. Ah ouais. Et lui, il fait quoi? Alors, à mon avis, lui, autre chose. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils étaient tous sur le même fichier. Et ils collaborent. Ne les prenez pas pour des ânes, les circulaires. Ne les prenez pas pour des ânes. Ne vous inquiétez pas, je vous annonce quand même que ceux qui vont s'occuper de vous quand vous allez être très vieux, je serai vous quand même, je ferai gaffe. J'essaierai d'être un peu... J'essaierai d'anticiper un peu quand même, en leur portant beaucoup de respect. Mais en même temps, je vous garantis que c'est une autre forme d'intelligence, c'est l'intelligence collaborative. Ils ont peut-être inventé l'individualisme, ou du moins ils sont trouvés dedans, les digital natives, là. On appelle ça les digital natives, c'est-à-dire la génération des écrans. Ou la génération qu'on appelle Y. Oui, Y, oui. Ça vient de là. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Digital natif, en gros, c'est ceux de 20 ans. De 20 ans à moins, ils sont différents. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Ok. Les étudiants, la Oui, collaboration. voilà. Alors l'intelligence collaborative, c'est-à-dire qu'ils sont capables de collaborer, ils sont capables d'être, de partager, de s'associer. L'intelligence du futur, c'est l'intelligence collaborative. C'est l'intelligence du groupe. Le sport apprend ça. Le sport collectif, il apprend ça. Le sport collectif apprend que le meilleur du monde, bah, il n'a rien sans les autres quand c'est un sport collectif. Bon, au marathon, c'est autre chose. Au marathon, c'est autre chose. Mais là, et c'est ça l'intelligence collaborative. L'intelligence collaborative, eh ben, voilà, le groupe, tout petit, il faut. Vous voyez bien que vous êtes intéressé. Petit, l'enfant, l'espace scolaire, mais ça doit être amené à penser, à réfléchir, à collaborer, à aider l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant si j'aide? Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'elle reçoive mon aide? Vous allez dire, ah, dis non, il va avoir le chou, lui. En plus, c'est un mec. Ah, vous dites, oui, c'est une fille, son mandouille. Mais non, c'est une connerie. Mais c'est faux, hein, vous n'en veulent pas. J'ai senti tout qu'il y avait un mouvement. C'est parce que j'ai fait que dire une connerie. Oui. C'est-à-dire une idée reçue, ça s'appelle. Oui. Ou un stéréotype. Bon, attendez, c'est pas fini. Et donc, du coup, regardez, je l'aide. Elle sent mon aide. Purée, qu'est-ce que ça me donne un sentiment d'utilité? Qu'est-ce que ça me donne quelque chose de bien? Je suis content de l'avoir aidé. Et après, notre relation, elle est changée à perpète. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai fait au départ? C'était le premier. Vous avez pensé que j'ai fait ça par hasard? Eh bien non. C'est-à-dire, là, on enrichit l'un et l'autre, y compris celui qui sait. Et là, je vous garantis qu'il y a un avenir de ce côté-là. Alors, les études montrent que ceux qui sont en tête des classements des meilleurs élèves de la planète, avec PISA et compagnie, là, ils montrent quoi? C'est les pays du Nord, là, il y a plein de... Voilà, qui prennent du temps pour enseigner à l'élève comment il vit. Comment s'est passée ta journée, ou comment s'est passée ta matinée, comment tu te sens là ce matin. Et hop, et puis quand, par exemple, elle n'a pas le moral parce qu'elle voilà, elle n'arrive pas avec son devoir de je sais pas quoi, et donc du coup, bah, on va essayer de prendre des mesures, on va l'aider, et puis, ah, on voit que tu es peiné avec cette affaire-là, on tient compte de son état d'âme. Quand vous avez la pêche, vous avez du goût à aller au boulot? Oui. Quand vous n'avez pas le moral, vous allez quand même, mais ça doit être moins bien. Eh bien, vous souffrez. Vous souffrez. Eh bien, l'avenir, si vous en voulez un, c'est que vous allez vous occuper de l'apprenant. Qu'est-ce que... En fait, on les aime bien. Moi, je les appelle mes gosses. Ce ne sont pas mes enfants. Enfin, et quelquefois, les gars me disent, mais attends, c'est pas tes gosses. Je dis, ben oui, c'est pas mes gosses. Mais bon, ce sont nos espèces d'enfants et on est plusieurs collègues comme ça. C'est pas le cas de tout le monde, clairement. Il y en a qui, clairement, font leur métier
parce qu'ils étaient doués à l'école, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai beaucoup travaillé et j'ai tout le temps voulu faire ça et j'adore mon boulot. Voilà. Et d'autres qui ont fait ça parce qu'ils étaient doués à l'école, donc qui ont réussi le concours et qui disent clairement, bah non, on n'aime pas ça. Mais dire qu'il faut aimer les enfants. Enfin, les enfants ou les grands ou les petits. C'est clair. Et tout ça, c'est Et ils nous le rendent respectable. bien. Mais évidemment. Mais vu qu'on n'a pas la reconnaissance financière, enfin, on peut me plaindre, on ne peut pas non plus. Alors j'ai entendu, C'est pas la j'ai entendu, je ne sais plus, par Ouais, un non, économiste fiable, c'est que l'enseignant après 10 ans de carrière touchait 2300 €. Je redis ce que j'ai dit, c'est pas moi qui ai dit, je pourrais vous donner la source, mais il faut que je trouve. 2300 € après 10 ans de carrière. Pas forcément, non. Et il fait partie des 25% des Français. Donc dans la pyramide, non, je sais pas, Non, pas du 25% des Français. Moi, c'est des bons de plein de choses. Mais... Non, mais c'est juste parce que j'ai entendu ça, je me dis plus rien. Pardon, je veux dire, on ne peut pas faire ça pour le salaire. Mais non, évidemment. Alors, regardez, moi je rebondis sur ce que vous dites. C'est super. L'exigence du meilleur. La pire des choses, c'est de ne pas être exigeant. Vous avez tous eu des profs, vous saviez, cool. C'est pas, à la fin, vous préférez. Bah, pendant qu'ils étaient là, c'est ceux-là que vous préfériez. Mais à la fin, vous dites, bon, celui-là. L'exigence du meilleur, voilà ce qu'il faut. Exigence du meilleur. C'est-à-dire, moi, voilà ce que je prône. Alors, je ne vous ai pas tout dit. J'accompagne des sportifs de haut niveau aussi. Ah, là, j'ai appris plein de choses avec eux. Et là, eux, c'est... Ah, mon métier de psychologue par rapport à des sportifs de haut niveau, c'est quoi? C'est aide à la performance. On va tout y dire. C'est de aide à la performance. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont dans un sport, ça doit... La performance, c'est de... Oh! Bon, voilà. Eux, ils font ce que tout le monde rêve de faire, mais ils le font. Et avec de la performance. Aide à la performance. Eh bien, si vous voulez... je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, tiens. Perdu le fil. Ah. L'exigence du meilleur. Oui, l'exigence du meilleur. Donc voilà, l'exigence du meilleur. Oui, moi j'utilise le mot progresser. Le moteur d'un être humain, c'est ça. Alors, on finit par avoir des formules à la fin pour essayer de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent et ce qu'on a appris. Moi, je dois beaucoup, ce que je sais, à ma formation évidemment et tout le temps, mais en même temps aussi aux enseignements que j'ai reçus des gens. Donc, ça veut dire chercher à devenir meilleur. Meilleur en tous les sens du terme, pas seulement à sauter plus haut, à faire je sais pas quoi, à être meilleur qu'en tant qu'être humain, à être... tout point de vue, voilà, progresser. Et un être humain peut progresser, mais immensément longtemps. Point. Alors, l'exigence du meilleur. Voilà, ça, si vous n'avez aucune exigence, bah, vous n'avez pas grande utilité dans la mission. On est bien d'accord, c'est un mandat dans une société donnée. Un mandat dans une société donnée. Et l'acceptation du pire. Le seul moyen qu'on a pour apprendre, c'est de se tromper. Si vous en avez un autre, vous me dites. Raconter des conneries, mais c'est comme ça qu'on progresse. Il faut les reconnaître. Voilà, et c'est comme ça qu'on progresse. Combien d'élèves ont peur de parler? Je vais vous faire un parallèle. Combien d'élèves ont peur de parler en disant, ben non, Sophie, est-ce que tu as demandé, tu as posé, parce que tu savais, toi, tu avais la réponse, est-ce que tu as dit, oh non, je n'osais pas. Et pourquoi? Tu avais la réponse et tu n'oses pas. Moi, je sais. Mais vas-y. Apprenez, décomplexez vos élèves. Il n'y a qu'en racontant des erreurs qu'on progresse. Qu'est-ce qu'on sait? Vous avez, je vous ai dit tout à l'heure, un outil aujourd'hui pour beaucoup progresser, c'est ce qu'on appelle l'analyse réflexive. Je vis quelque chose, j'analyse ce que je vis. Ben, vous avez vu? Je fais une erreur, j'ai un tiers enseignant ou expert ou je sais pas quoi, mais il me dit, ah ouais, là peut-être, et peut-être, et peut-être, et là je m'enrichis. Je m'enrichis. Donc, voilà, par rapport à votre réaction, là, par rapport à ce que vous dites, votre témoignage. Après, il y a autre chose. Vous avez vu ce que vous avez dit, c'est terrible. Vous avez dit, bah, l'être humain, c'est émotion. L'être humain, c'est émotion et intellect. C'est l'émotion et l'intellect. N'importe quel outil, quand il est dans une logique pour apprendre, a une autre signification qu'une utilisation que moi je vais en faire. Vous avez bien compris.
Donc regardez. Émotion. Intellect. Intellect, c'est mettre des mots. C'est prendre distance sur les choses. On est d'accord? Mais autrement, il ressent. Donc l'élève, il ressent son prof. Moi, j'entends les élèves, tous les patients sont élèves, ou ils l'ont été. Comment ils ressentent. Et je me demande, bon, alors, je dis, tiens, parle-moi un peu et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Pouf, on le met. Moi, pas juger, pas défendre. Voilà pour ça. Arrêtez, jugez pas, défendez pas, autrement, c'est fini. Faites plus rien du tout. Il y a des instances pour ça, vous ne vous occupez pas de ça. Pas juger, pas défendre, là, vous allez comprendre. Et vous allez comprendre ce qui se passe. Et vous avez vu dans votre propos, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est qu'on va faire des choix, pas forcément les meilleurs. Ceux qui vont me faire écho, c'est une relation humaine. Enseigner. C'est une relation humaine, comme porter intérêt à l'autre. Regardez, de quoi a besoin... Oui, mais vous inquiétez pas. De quoi a besoin un être humain pour se construire? Un enfant a besoin de 3 choses. Amour. Après, il se débrouille. Après, il doit être capable d'être ça. Amour. Protection. Protection et des limites. Alors attention, limite, c'est pas interdit. Et interdit aussi. Non, c'est pas ça. Amour, c'est quoi? C'est porter intérêt à l'autre. Regardez, vous allez voir où on va arriver. Porter intérêt à l'autre. C'est-à-dire savoir que je compte pour l'autre. C'est parfait. Oh oui, mais ça s'efface pas, ça. Ben voilà. Oh. C'est pas vrai. Non, mais on va gérer. Il est trop content de son travail. Non, mais vous inquiétez pas. Non, Non, c'est pas ça la colle. faute de personne. Si. Non, mais c'est parce que c'était à gâche que les faciles tout ça. Porter intérêt à l'autre. Regardez. Porter intérêt à l'autre. Regardez, on applique ce que c'est. L'amour. Donc un enfant, s'il a ça, il va s'en sortir pour vivre à peu près. Donc il devrait être à l'heure à la cantine et puis il va se débrouiller après. Et donc du coup, regardez, amour, c'est-à-dire porter intérêt à l'autre. C'est-à-dire qu'il sent qu'il compte. Mais on retrouve ce dont a besoin un être humain qu'on a écrit quelque part ici. Où? Ici, reconnaissance. Protection, c'est quoi? Mais le pire des choses de la détresse humaine, c'est les peurs. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les sentiments amoureux, qu'est-ce que vous cherchez? De la protection. Et quand vous vous battez pour votre retraite, qu'est-ce que vous cherchez? De la protection. Bon, en fait, vous êtes sans arrêt en train de chercher de la protection. Mais depuis tout petit. La protection, mais c'est quelque chose d'une... Bon. Porter intérêt à l'autre, et puis ici, protection. Protéger. Voilà. Je suis protégé. D'accord? Et des limites. Des limites, c'est quoi? C'est apprendre. C'est apprendre quoi? Les mots. Vous avez bien compris que si je suis... les mots... Moi, ça me fascinait petit. Combien de fois j'ai demandé à ma mère pourquoi je parle français? Elle me dit, purée, va demander à ton père. Il sait peut-être. C'est pourquoi je me posais cette question-là. C'est simplement parce que quelquefois, entre mon père et ma mère, ils parlaient breton. Qu'est-ce que ça m'intéressait? C'est parce que... Pourquoi ils parlaient breton? Parce que je leur demandais. Il m'a dit, c'est parce qu'on ne peut pas t'entendre. Alors là, ça m'a dégoûté avec les langues étrangères. Ma psychanalyse m'a appris ça. Et je crois que j'ai peut-être transmis. Et donc du coup, mais ça s'est arrangé après. Et donc du coup, regardez, vous voyez, c'est ça l'enjeu. Pourquoi on se met à parler une langue? Parce qu'on a baigné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un enfant, neurologiquement, apprend à parler en 1 an? Combien de temps vous y mettez-vous? En langue étrangère, ça... Oh! Ils sont obligés d'aller par étapes. Vous vous rendez compte? Un être humain sans aller, il n'y a pas eu de prof, 1 an. C'est quand même fascinant. Qu'est-ce qu'il apprend? Des limites. Des limites. Et pas seulement interdit. Mais pas des malins. Fais pas ceci.
dis bonjour à la dame. Mais c'est pas que ça. Bien sûr, ça, on est avec. Mais c'est apprendre des limites. Là, il va apprendre, il va s'enrichir. Tac, rêver. Et vous avez vu dans votre propagande, là, c'est-à-dire dans votre présentation, vous avez mis aller vers le bonheur. Et pourquoi ben, c'est exactement ça. Le bonheur, c'est chercher à être quelque chose comme un mirage. Et le bonheur dans notre société aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir. Avoir, 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 avoir. Faites le test avec vos élèves. C'est quoi avoir le bonheur pour vous? Ils vont vous dire avoir, avoir. Vous classez les papiers. Vous classez les papiers, vous mettez colonne avoir. Donnez-leur 5 post-it. Vous leur donnez 5, vous faites le test. Ça vaut le coup. Moi, je l'ai fait en conférence. À, au loin, à côté de Dijon, là, à les agriculteurs. Et je leur dis, allez, on fait le test. Et puis, alors, je leur donne des... On avait prévu le coup, il fallait les rendre actifs aussi. Alors, je dis, on va faire savoir, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est quoi le bonheur? Donc, on leur donne des post-it. Vous avez 5 post-it, hein, 5 cartouches. Et vous mettez dessus. Et après, quand vous avez fini, vous allez coller là. Oh, vous avez du goût. Comme ça les déplace un peu. Alors, c'est de l'émotion d'arriver au tableau, quand même. Vous le mettez où vous voulez. Et après, allez, avec l'animateur, on se dit maintenant les trie. 2 colonnes. Avoir. Être. On les classe. Et puis on y va. Le bonheur, c'est être. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, et vous allez mourir quand même de suicide, parce que vous n'en pouvez plus. Et pourtant, elle avait tout pour être. Donc, elle avait tout pour être heureux. Oh, terrible. Eh bien oui, le bonheur, c'est être. Pas moi qui ai inventé non plus. Et là, quand on répartit ça, on voit, si vous faites ça avec les jeunes, ah ben vous n'allez pas être déçus, prévoyez une grande place sur le côté avoir. Eh oui! Eh bien, ça montre quoi? Ah, ça montre bien que la machine a influence, mais ils ont besoin de réfléchir autour de ça. Eh bien, là, apprendre, se cultiver, essayer de rêver le monde. L'éducation n'est pas le temps de la politique d'éducation. Ça change le ministre plus souvent que changer les cycles. C'est profond, la construction d'un être humain. Vous vous souvenez tous de votre parcours scolaire. C'est long de la construction d'un être humain. Le temps de l'éducation humaine n'est pas le temps des politiques d'éducation. Il n'y a pas le temps d'un côté, mais l'autre, il faut du temps. Et donc, regardez, 2 tuyaux concrets, parce que là, on dira pas tout. Hein. Ah non. Donc, du coup, regardez, des petites choses très, très, très concrètes. Dans une classe à l'heure d'aujourd'hui, moi, de ma place à moi, je souhaiterais quoi? Que celui qui est là, le pilote, soit quelqu'un qui soit, on va dire, un chef de bande, c'est-à-dire quelqu'un qui soit, qui maîtrise sa boutique. C'est-à-dire qu'il maîtrise sa boutique, donc ça veut dire qu'il donne du temps. Justement, qui ne met pas de pressé. Les enseignants, vous voyez, qui sont stressés, ils ne font pas exprès. S'ils sont stressés, vous imaginez bien, ils prennent des cachets, ils font du yoga. Ils se débrouillent pour trouver des solutions, ils ont mal partout. Donc vous voyez bien qu'ils sont victimes aussi. Or, en fin de compte, il faut aller un peu à contre-courant. Et pourquoi? Parce qu'il faut donner du temps à celui-là. Ou du moins, l'impression qu'il en a. Parce que le vécu du temps chez l'enfant, ce n'est pas du tout le vécu du temps de l'adulte. Et si vous dites, parce que vous êtes prof, en disant, ben voilà, attention, le bac en fin d'année, au bout de, le bac en fin d'année, à la fin de la semaine, il se dit, purée, on a le bac en fin d'année. Et il est stressé. Et on génère du stress. Je n'ai jamais vu autant de phobie scolaire. Quand j'étais à l'université, j'avais étudié ça. Phobie, oui, de phase et de profil. Phobie scolaire, je ne connaissais pas le mot. C'est nouveau. Ça veut dire, tout simplement, pourquoi? Je ne rends pas des mauvais élèves. C'est que, mais mauvais, il n'y a pas de mauvais élèves. Il y en a qui ont du mal à être performants quand on l'attend ou à l'endroit où on veut. Mais en même temps, ça montre bien qu'il y a une pression sociétale.
L'enfant, quand il va à l'école, tout petit, 3 ans, disant, ben voilà, travaille bien, hein. Et l'école, c'est important. Ouais, vous êtes en train de lui mettre un sac à dos, on a bien compris, mais il est plein. On va dire, sois ça, c'est important l'école. Et bon, mais quand il va à l'école, c'est le lieu de socialisation. Bon. Donc, on en était où? Juste un mot, j'ai l'impression que la phobie scolaire, c'est lié aux moyens d'information. Moi j'ai remarqué quand les parents arrivent en week-end et qu'ils disent « Ah, on va ouvrir tout à TIS pour voir ce que tu as à faire pour lundi ». Ce qui est arrivé chez moi. Bah, le gamin, il arrive, il est content d'être en week-end, il est content de venir voir ses grands-parents, mais les parents disent « Ah, on va ouvrir tout à TIS », qui est donc le logiciel qui... Bon, je trouve ça m'a choqué, quoi. Ouais. Je comprends que le gamin, après, on l'a gâché son week-end en arrivant. Ouais. C'est exigeant à l'école. C'est exigeant l'école. L'important, vous comprenez, il faut qu'il y croit. Il faut qu'il y croit. S'il n'y croit pas, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des élèves qui renoncent très vite. Ils renoncent, mais ils sont là parce qu'on leur a dit... C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, alors ça, il y a déjà... Et c'est pas vieux. Et c'est pas vieux. Et ça va passer à 18, il paraît, je ne sais plus quand. Il y avait, je sais plus, il y avait ça dans le projet, je crois. Il y avait ça dans le projet de l'amener. Bon, bah oui, mais vous comprenez, s'il n'y croit pas. Donc l'enjeu du métier, vous ferez rien si vous n'avez pas d'abord la relation. Donc ça veut dire que, ben voilà, il faut réussir à pouvoir tisser ce lien avec lui pour qu'il soit apprenant. Vous ne ferez pas autrement. Il faut qu'il soit apprenant. Et le métier d'enseignant pour moi, et je ne suis pas spécialiste, le métier d'enseignant, c'est un catalyseur. C'est-à-dire qu'il permet à ce jeune de progresser avec la connaissance, puisqu'il y en a partout. Donc il va chercher des outils partout, il va la structurer, l'accompagner, l'expliquer, le rendre acteur face à cette connaissance-là. Point. Maintenant, le monde, il est anxiogène. L'enfant a besoin, l'être humain, il a besoin de quoi? On va appliquer ça à chacun d'entre vous. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de réussir. Qui ici n'a pas besoin de cette sensation de « Ah, je suis content. Oh. » Et vous faites comment autrement? Vous faites comment autrement? Vous m'expliquez un peu? Si vous avez l'impression de « Oh. » Moi, il y a des élèves, quand je vois, ils me disent bah, « Je suis nul. » Ah ouais? Mais il n'y a pas d'espoir. Alors c'est la même chose dans le soin. On ne peut pas soigner à quelqu'un si on ne croit pas en lui un peu. Pour moi, j'ai quoi? Si, pour caresser le dos si vous voulez. Mais bon, pour faire tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut qu'il soit dedans. Donc, il a besoin de sentir à la base qu'il croit. Et le monde est oppressant pour les raisons que vous voulez. Elles sont multiples. Alors, la phobie scolaire, c'est complexe, hein, c'est des mécanismes. C'est la même chose que l'anorexie, vous comprenez, vous commencez à faire un petit régime, on dit ah. Puis du coup, à la fin, vous finissez par être piégé par la machine. C'est un peu comme ça. C'est un peu le même schéma. Je deviens embarqué dans quelque chose qui me possède à la fin. Et c'est un peu ça la phobie scolaire. Mais l'école, c'est le meilleur moyen de... Regardez le contraste. Vous prenez certains pays qui sont moins chanceux que nous. Aller à l'école, pour eux, ils vont faire 7 km en courant. Et puis ils ont du goût. Et ils ne vont pas tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas aller tous les jours parce que ça, ils iraient tous les jours. Et vous voyez le sens parce que ça va leur être un moyen de s'élever socialement. Vous allez poser la question à vos élèves, vous allez demander pourquoi vous venez à l'école. S'il y en a un qui vous dit que c'est pour s'élever socialement, vous gardez le numéro. Je voudrais le voir. Parce qu'en fin de compte, c'est pas ça, on pense pas ça, c'est puissance de l'enfant. Vous voyez, aux dernières nouvelles, quand il est né lundi, on est quel jour ici? On est mardi. Ah ben il est né hier matin. Déjà. Hein. Eh ben, il est né hier matin. Il ne va pas se demander si vous avez récupéré.
il va poser le biberon, il va réclamer à boire, il est 3h12, vous êtes allongé dans votre lit à 3h07. Vous dites oui, bon, pour attendre un peu, mais il ne pose pas la question, c'est la toute-puissance, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle pulsionnel. Donc voilà, il a ce désir point. C'est après, progressivement, qu'on va le socialiser, qu'on va le mettre dans un lien. Et donc, il est dans une toute-puissance, il va rechercher dans une toute-puissance. Je n'ai jamais vu autant d'enfants qu'on va appeler aujourd'hui des enfants rois. Ou alors, des petites filles, 4 ans, enfants tyrans. Ça paraît incroyable. Pourquoi? Parce que, et ne cherchez pas à dire que le parent serait déconnant, en disant, bah oui, bah, Sophie. Non, bien sûr que non. Ça concerne toutes les catégories socio-professionnelles. Si, donc, autrement dit, c'est pas là la solution. On n'a pas trouvé un coupable. Donc, à partir de là, c'est quoi? C'est que cet enfant, bah, il a besoin de renoncer un peu à des choses. C'est-à-dire d'avoir des limites. Alors, où il va trouver des limites? Bah, dans des activités variées. Essayez de le faire découvrir. Un enjeu, le portable, dans les collèges, tout ça, partout, avec les enfants qui veulent le portable. Avant, le téléphone portable arrivait en 4e, maintenant c'est sans doute en 6e, et à mon avis, bientôt, ça va pas tarder. Mais c'est pas la faute à qui que ce soit. C'est une machine, vous ne l'arrêterez pas. Est-ce qu'il y en a qui sont venus en calèche ici ce matin? Vous êtes tous venus en voiture. Et bien en 1950, à Merdrignac, celui qui venait en voiture, on se disait, ah, c'est quand même autre chose le cheval. Et ben, ça résistait de la même façon, ça s'appelle la fracture générationnelle. Aujourd'hui, les calèches ont disparu dans les centres pour les fêtes. Tout simplement, donc vous n'arrêterez pas le train. Par contre, c'est de mettre une attitude éducative face à ça. Donc le téléphone portable, il ne s'agit pas de le supprimer. Il s'agit comment je peux essayer de faire sentir des sensations sans mon téléphone portable. Quand vous dites découvrir des activités variées. Alors, c'est quoi? La lecture. Le plaisir de la lecture. Le métier d'enseignant, c'est essayer d'embarquer quelqu'un dans un livre. Pas compliqué. Si vous avez réussi ça dans l'année, pas trop mal. Et donc, du coup, avoir un peu de sensation. Le surprendre, lui ouvrir des espaces. L'amener dehors. Alors, je vais dire un truc qui va choquer. Oh, c'est juste que ça commence à sommeiller. Ils vont finir végans. Je suis fils d'agriculteur. Ils vont finir végans. Ils n'auront jamais vu une vache. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'intellectuel. Je ne juge pas. Passant, on a dit. Juste pour vous. On fabrique un monde. Le monde qu'on voit, c'est un monde qu'on fabrique. Avec la perception qu'on en a. Donc, autrement dit, il s'agit de le faire découvrir l'extérieur. L'extérieur, c'est-à-dire dehors. Regardez la fracture générationnelle. Vous prenez un adolescent, vous prenez les collégiens. On pourra faire le test, hein, si vous avez le temps, vous me dites. On fera. Vous allez dans votre collège. Vous regardez, on est... ça va être maintenant que ça va être sympa. À partir de maintenant, ça va être bien. Vous pouvez y aller, c'est parfaitement synchro, les organisateurs. Vous allez voir. On est 1er octobre. Ça marchera le 1er décembre, hein, aucun problème. Vous les laissez aller en récré. Vous allez voir, voilà un petit chat. Et vous, quand vous voyez ça, ça vous stresse. Vous dites, mais tu vas dehors? Oui, pourquoi? Et pourquoi? Tout simplement pourquoi? Parce que lui, entre l'extérieur et l'intérieur, il ne fait pas la frontière. Mais je vous dis, c'est ça. La société rurale, c'était une société du dehors. La société urbaine, c'est une société du dedans. Je n'ai rien inventé. La société rurale était une société du dehors. La société urbaine est une société du dedans. Et mieux que ça, on met dehors, dedans. Le puits de lumière, la véranda, les grandes baies. C'est le comportement. J'ai fait ça pour une communauté de communes, ils rigolaient tous ici. C'est eux qui donnaient le permis de construire. Donc, du coup, société du dehors, société du dedans. Eh bien, dedans, eux, société du dehors, qui vont accessoirement dehors, tout nus. Parce qu'ils ne connaissent pas les codes du dehors. Vous leur dites, mais tu vas avoir froid. Pourquoi?
Mais testez. Mais c'est la vérité. Et vous êtes là, il y a attention, celui qui sort sans son manteau, il aura un soleil roux. Alors, j'ai bien compris que vous les dressez un peu quand même. Ça s'appelle le conditionnement, on fait ça très bien. Conditionnement opérant de type 1, ça marche très bien, c'est pas compliqué. Mais en même temps, il n'a pas saisi le dehors et le dedans. Et donc, sur le plan éducatif, amenez-le à l'extérieur. Sentir l'extérieur. L'extérieur, ça a une odeur. Ça a une... Je savais bien qu'il y en avait une qui allait tomber dans le panneau. Non, moi aussi, moi je suis à la campagne. Mon cabinet est à la campagne, et puis donc, les gens ils arrivent, quelquefois ils me disent, ils connaissent un peu du workshop multi-accessible. Ils me disent, ça sent chez vous, parce que j'ai du cochon pas très loin, qui s'exprime de temps en temps, pas régulièrement, ça dépend du sens du vent. Et donc du coup, je leur dis deux choses. Quand ils sont sympas et tout, puis que j'ai envie de déconner un peu, je dis ah, vous comprenez. Ici, ça sent la campagne. Il y en a qui ont des particules fines. Moi, j'ai des fines particules. C'est-à-dire que ça pue, mais c'est d'ici. C'est d'ici. Point. Mais tout pose problème à l'heure d'aujourd'hui. Ça, c'est la société du dehors. Cette société du dehors. Voilà, bah oui, bon, voilà, on fait attention, tout, mais bon, le vent quand même, bon, rien, j'en veux pas. Bon, puis enfin, moi, je sens plus. Mais ça sent pas tout le temps quand même. Non, mais voilà, société du dehors, société du dedans. Et la rubrique, juste pour montrer les comportements, regardez, on est une société urbaine. La rubrique la plus regardée à la télévision, vous vérifierez, c'est la météo. Ah oui, mais c'est pas de ma faute. Et pourquoi, là, c'est la météo? Ils sont tous à l'abri, vous n'allez pas être mouillés, et vous êtes inquiets pour le temps qu'il va faire demain. Ah bah oui, c'est la société du dehors, ne se préoccupez pas de ça en disant on fera avec les éléments. La société du dedans, qui sera à l'abri, pas mouillé, se dit ah, demain il va pleuvoir, dehors. Mais ça m'influence mon mental, terriblement. Pas une belle journée. Eh oui, le monde, c'est le comportement. Il n'y a pas un comportement qui arrive par hasard. Alors, donc, les faire sentir l'extérieur, le naturel. Et puis, si vous les amenez dehors, ne les laissez pas aller tous seuls dehors, comme dangereux. Bah, vous allez avec eux, du coup, vous allez passer du temps avec eux. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je vais rebondir sur un point en disant les grands-parents, etc. Mais dans les grands-parents, vous avez une influence, c'est pas vous tirez les chaussures. Les grands-parents, vous avez une importance considérable. Pourquoi? Parce que vous êtes la signature du générationnel. Vous êtes la signature du générationnel. L'enfant, d'abord, il aime bien que vous lui racontiez un truc en disant c'est pas possible quand même. Ah, c'était comme ça. Racontez, ils ont besoin de savoir ça. Et là, ça, c'est de l'enseignement aussi. Mais alors vous avez gagné le lien. Dans grands-parents, comme je dis toujours, il y a grands et parents. Donc, témoignez, mais témoignez. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Mais, l'enfant, il a aussi besoin, donc vous avez vu, le côté pulsionnel, et puis le côté d'avoir des limites, et puis varier les sensations, c'est-à-dire l'amener à faire des sensations. Alors, vous savez, les jeux vidéo, moi je suis confronté souvent à ça. Le seul truc qui fonctionne et qui fonctionnera toujours, j'explique ça comme ça. Regarde, les jeux, ils font sans arrêt les jeux. Normal, normal. Michel Serres appelle ça petite poussette. Vous savez qu'à dire, c'est bien. Il a écrit aussi, c'était mieux avant, je ne sais plus quoi. Ça, c'est à lire. Ça, c'est à lire, il y a plein de... Tout ça, c'est à lire. Donc, vous voyez, il y a la notion de... Comment... j'ai perdu le fil. Jeux vidéo. Oui, voilà, merci. Comment les faire sortir des jeux vidéo? Alors, les jeux vidéo, c'est quoi? Le seul moyen, c'est addictif, le jeu vidéo. Mais c'est l'écran. Rappelez-vous l'effet hypnotique de la télé chez vous, ça marchait très bien aussi.
c'est de la réussite facile, je trouve. Oh je vous garantis qu'il y a de l'intelligence là-dedans aussi. Hein. Ouh. La fracture générationnelle, c'est que vous ne savez pas ce qu'ils font. En fin de compte, du coup, ils n'ont pas un lien à vous. La seule chose que je peux vous faire, c'est pour porter intérêt à votre enfant, bah, c'est essayer de comprendre ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Partager. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ah, il va rigoler, il va dire. Et tu crois que c'est possible? Oui, explique quand même. Je vais rien comprendre, mais qu'est-ce qui est important là? C'est qu'il explique. Et puis que vous partagiez. Mais bordel, le plus important, c'est le lien, on a dit tout à l'heure. L'être humain est fait de ces liens. Quels sont mes personnages? Voilà ce que c'est qu'un être humain. Quels sont mes personnages? Quels sont mes liens qui me constituent? Et donc, partager, c'est ça qui est fondamental. L'être humain, il est fait de ces liens. Quels sont mes personnages? Quelles influences? Comment je me situe par rapport à eux? Point. Et là, donc, pour les jeux vidéo, ben, il faut faire quoi? Il faut mettre des limites. Alors, moi, je leur explique ça comme ça en disant, ben, voilà. Comment t'es venu en voiture avec tes parents? Qui c'est qui conduit, c'est toi? Ouais, c'est pas moi. Eh ben alors, t'aurais bien peut-être... Tu pouvais conduire, toi, quand même. Du coup, il n'avait pas réfléchi. Et il se dit, ah oui. Non, il n'y a jamais un qui m'a dit oui. Comme quoi, ils sont bien fabriqués quand même. Hein. Il a par exemple 13 ans, 14 ans, et bien, ah oui, j'aurais pu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il m'a peut-être la voiture, mais... D'ailleurs, je trouve qu'il conduit mal. Non, je ne vois pas ça. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, j'ai dit, mais t'as pas conduit la voiture? Non, mais pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il faut pour conduire la voiture? Le permis. Ok. Et pour avoir le permis dans votre chambre, il ne s'agit pas de savoir si vous allez l'ouvrir, il s'agit de savoir quand vous allez l'ouvrir. Donc s'ils ont leur téléphone portable, leur ordinateur, bah, c'est foutu. C'est foutu. Même, ils ne peuvent pas. Personne, même pas vous. Donc autrement dit, et donc ça veut dire qu'il faut définir des lieux. À telle heure, on dépose ça là. Bah, je sais pas où, mais attention. Et l'être humain, l'enfant, il va traficoter. J'en ai vu des trucs extraordinaires. J'ai entendu des enfants extraordinaires. C'est la même chose qu'à votre époque. Sous le respect. C'est la même chose. Des enfants, le téléphone était là, mais il avait un autre téléphone, il avait la carte SIM. C'est normal qu'il transgresse. Mais bon, vous ne le facilitez pas la vie quand même. Le mettre des limites. Et puis voilà, ça se négocie ces limites. L'autoritarisme, ça ne marche plus, hein, ce truc-là. Ça ne marche pas. L'autorité, c'est ça. Moi, je dis comme ça à un enfant. Il faut bien qu'il me débrouille. Moi, je suis praticien. Il faut trouver des solutions. Il n'y a pas la peine de me faire le philo. C'est concret. Je vais dire à un enfant, attention. Moi, je vais t'expliquer. Ça, c'est la loi des hommes. La loi des hommes, ce sont les lois. Pas moi qui ai inventé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si un enfant est mis en danger, je fais un mot, le moi ou un autre, un signalement au juge, ben là vous allez voir la machine qui se met en route et vous allez vous rendre compte qu'il y a des lois partout. Ah ben oui, mais on ne se rend pas compte de ça. Mais l'enfant, il doit le savoir. Maman fait un travail de maman. C'est écrit dans le bouquin rouge. Il vaut mieux qu'elle soit un peu à la hauteur. Mais elle a du mal, maman. C'est pas simple d'être maman. Et c'est comme ça qu'il va percevoir les limites. Donc voilà, il faut échanger, etc. Quand un enfant va voir, ou vient voir, ou un enfant, un adolescent, ou ce que vous voulez, il va aller voir un psy, on va travailler ces limites-là. On va travailler ces limites-là, mais pas sous l'angle, sous un angle du comportement, de l'éprouvé, de l'émotion, du ressenti, des repères, et puis à partir de là, voilà. Les choses vont bouger. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de... On va peut-être passer aux questions. Ah oui, il faut y aller. Ah, c'est pas commencé les questions. Il est professeur principal. Il avait des élèves, les mêmes qu'il a eu en 6e. Il a fait son test de sport, de je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça. En début d'année, là, c'était fait à la mi-septembre, je crois. La capacité de ses élèves
il a mesuré, il connaissait, a diminué. Il ne bouge plus. Donc, hein? Ah bah oui, mais là, ton dîner. Hein? Ah oui. Et donc, du coup, hein, donc la capacité pulmonaire, la capacité respiratoire, leur capacité a diminué. Je ne sais plus si... Leur capacité a baissé. Donc, vous voyez très bien que art, sport est varié. Et puis, l'intellect, la réflexion, penser, les langues, tout ça c'est indispensable. Mais amener à... Non, on ne peut pas enlever. Alors après, les politiques qui décident la gouvernance vont faire des choix économiques, de société, gestion d'un paquebot personnel. C'est quand même une sacrée machine. Ouais, mais parfois on se demande quand même s'ils réfléchissent aux enfants. Pas totalement. Oui. Oui. Si les capacités physiques ont diminué, c'est pas forcément à cause de l'école. Il y a quand même très sédentaire à la maison. Bien sûr. Qui échappe complètement aux enseignants. Alors, absolument, mais 100%. Ah oui, si ça a été ça qui a été déduit. Bien sûr que non. Non, c'est la sédentarité. C'est le fait qu'il bouge moins. En gros, société du dedans, société du dehors. Mais tout nous rend... Bien sûr aussi. Mais lié aussi à la sécurité. Il y a la sécurité dans le comportement. À la sécurité par rapport au comportement. Vous voyez, alors, le principe des sciences humaines, c'est ceci. C'est la complexité. Pas compliqué. La complexité. Complexité, ça veut dire plein de choses interagissent en même temps. C'est pas une qui va régler le problème. Mais non. Un être humain, c'est bio, psycho, social, culturel. Et c'est pas peine d'essayer de me... À 25. Mais non, tout ça c'est mêlé. Dans le comportement, les maladies que vous avez sont liées au comportement que vous avez. Les comportements que vous avez sont liés au groupe auquel vous appartenez. Vous vivez des choses dans votre histoire individuelle, tout ça, ça fait des comportements. Bon, voilà. Alors, ça. Alors, effectivement, ce qu'on peut proposer aux élèves comme activité, ça c'est un exemple que vous évoquez. Oui, c'est fini. Ouais. Ailleurs, les systèmes peuvent être différents, les modes éducatifs différents, et les élèves ne sont pas forcément plus mauvais qu'en France. Non. Faire des maths à 17 heures, je ne crois pas que ça soit plus intelligent. Non. Et en plus, je pense que l'école est assez formatrice, enfin formatée, dans le sens formaté. Ouais. Et tous les jeunes, tous les gens ne sont pas appelés à devenir des super... Absolument. Et l'école cherche plutôt à former des élites. Ça c'est vrai. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement qu'on arrête de penser dans ce schéma, Je suis d'accord. et qu'on permette l'ouverture sur l'art, sur d'autres choses que finalement on a parlé tout à l'heure d'élévation sociale, mais en fait derrière le mot élévation sociale, c'est le mot élévation financière. Quoi. Oui. Alors c'est aussi la reconnaissance. C'est un petit peu... Oui. Et là, c'est ça qu'il faut... c'est quoi on a valorisé... Vous vous rappelez, dans le monde rural, la valeur, c'était quoi? Le travail. Ah, le travail. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mes parents, je leur dis, si j'ai fait le bac des primes, j'étais fils agriculteur, j'étais prévu pour faire soit ingénieur dans leur tête, ou technicien agricole, ou éventuellement crédit agricole. Dans leurs imaginaires, c'était ça. Vous voyez bien? Ils prévoyaient bien ça. Ou alors, c'est quoi? Eh ben, le modèle identificatoire, il y a les modèles identificatoires qui jouent dans le travail. La valeur travail chez l'enfant à l'heure d'aujourd'hui. Faites le test. Ils vont vous demander, d'ailleurs, demandez-leur, moi je demande aux enfants, alors ta maman elle fait quoi comme travail? Ils sont incapables, ils n'ont pas de représentation concrète. Donc le problème de l'orientation n'est pas gagné. Tandis que dans la société rurale, si on fouille les deux mondes, qui cohabitent encore, hein, bon, eh bien, dans la société rurale, on voit l'autre dans son activité et on a une représentation de son travail basée sur une réalité éprouvée, physique, même touchée quelquefois, et plaisir ressenti. À l'heure d'aujourd'hui, ils voient leurs parents
aller au travail. Donc, on s'est rendu compte, à partir des années 1970, c'est tout l'apport de la psychanalyse, psychoanalyse, analyse du fonctionnement psychique, qui a fait un courant, voilà. Et donc, du coup, on s'est rendu compte de quoi? Que l'enfant, c'était une personne. Avant, on pensait que c'était un truc qui n'était pas fini. Je n'exagère rien. On s'est rendu compte que c'est une personne. Une personne, je l'ai fait avec des infirmières puéricultrices. J'en ai vu de la génération, je travaille avec elles, la douleur. La douleur chez l'enfant. CHU de Nantes. Donc, si vous voulez, ces enfants-là, on leur a fait des piqûres, on relatait toute la prise en charge de l'enfant au CHU de Nantes, qui n'était quand même pas au CHU de Merdrignac, avec tout le respect que j'ai pour Merdrignac. Donc, autrement dit, c'était quand même quelque chose d'une puissance sans nom, avec, voilà, c'est un CHU, un centre hospitalo-universitaire, quand même. Et bien là, ils faisaient des... Et on disait, ne vous inquiétez pas, on l'entendait crier à l'étage d'en dessous, ne vous inquiétez pas, il n'est pas neurologiquement mature. Ah, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand je travaillais ça avec elle, j'ai vu la dame pleurer, elle disait, mais je faisais ça. Mais il y a longtemps quand même. Jusqu'en 1987. Combien 1987. Eh oui. Moi, j'ai été expert en médecine en région. Racontez-nous. Dans les services de pédiatrie où on s'occupait, moi je m'occupais, c'était en périphérie, lors de mes stages, d'enfants qui étaient déjà en chimiothérapie, c'était les premières chimiothérapies. On disait, l'enfant il souffre pas. Voilà, exactement. Et quand on mettait une perfusion ou n'importe quoi, c'était stressant. Quoi. Il y avait, quelle année? Aucune précaution, 60 pédiatrie, 72. Voilà. Donc on est bien là. Alors maintenant, regardez, c'est super. C'est super, regardez. Donc ça veut dire, on sait, là, depuis les années 1970, que l'enfant est une personne. Donc en gros, il ressent, et on a complètement changé de monde. Donc du coup, à partir de là, c'est par les connaissances qu'on a éclairé ça. Et votre spécialiste à laquelle vous faites référence là, l'atteste bien, mais on pourra encore aller beaucoup plus loin. Mais notre système social et d'organisation ne fait pas de choix, ne veut pas, ne peut pas, ou ne trouve pas les moyens, ou je ne sais pas quoi. Ou enfin, quand vous connaissez la formule, quand je veux, je trouve des moyens, quand je ne veux pas, je trouve des excuses. Ça marche toujours. Et donc du coup, là, le système montre bien quoi? Que, avec les connaissances, mais on a rétabli à l'enfant une personne. Ah oui, mais on lui a aussi rétabli la parole. Donc on lui a donné la parole. Donc maintenant on l'écoute. Oui. C'est pour ça que ça a changé. Complètement. Mais dans la classe, ça a complètement changé. Ça a changé la géographie. Et aux dernières nouvelles, l'estrade a disparu. Oh, pourquoi? Parce que Dieu, le sujet sachant. Non mais vous voyez la posture que je prends? Vous pensez que je fais ça par hasard? Bon, après, il les a mis là, mais il est resté là, et maintenant on l'a ramené là. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour apprendre, aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. Vous voyez, c'est vos genoux. C'est ici, avec vous. C'est sympa. Et donc, du coup, tac, c'est ici qu'on apprend maintenant. Tandis qu'au départ, c'était là, sur l'estrade. Et donc, parce que pourquoi? On leur a donné la parole. Parce qu'on s'est rendu compte. Alors, on leur a donné des droits. Vous prenez les droits, le droit de l'enfant, pas moi bien monter non plus, et maintenant vous n'avez plus le droit à la fessée. Il fallait profiter avant. Parce que maintenant c'est un acte de maltraitance. Alors c'est sûr que je peux comprendre que vous ayez du mal à suivre en disant c'est pas possible. Bon, moi je vais quand même lui en donner une, mais il ne faut pas dire. Mais l'éducation a imposé oui. Quand il y a un changement de gouvernement, quand on est passé de la gauche qui est arrivée au pouvoir en 81 a changé un peu le système d'éducation. On a plus écouté les élèves et moins d'autorité. Alors, vous avez raison, mais vous associez ça, vous, à la gauche, c'est sûrement la circonstance, ça s'appelle la pensée magique, parce que je ne pense pas que ce soit spécialement de la gauche, sans faire de politique, mais regardez la date que vous dites, à partir de 1980. C'est l'application des connaissances qui commencent à rentrer. C'est exactement la même chose que ce que dit votre collègue par rapport à la chronobiologie en disant regardez, parce que c'est déjà mis dans certains pays et je peux vous l'annoncer que ça va arriver, il suffit de savoir quand. Pourquoi ça va arriver? Ça va arriver par la normalisation mondiale. Comment la normalisation mondiale? Allez,
Un petit mot là-dessus, pourquoi? Ben, on met des normes partout. Pour faire évoluer celui qui est en retard, on le ramène à faire des normes. Pisa, vous n'avez pas l'impression que quand on commence à être comparé, oh, c'est purée, il faut que je fasse au moins aussi bien qu'elle. Et donc, du coup, tac, il faut qu'on se compare, on compare, on dit, oh là là, eux ils sont bons, pourquoi ils sont bons? Tac, 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 et on fait modifier tout le monde. C'est bien une stratégie qui est derrière. Mais pour arriver à là, parce que en Norvège, ils sont meilleurs partout, ils sont plus heureux, purée, et ils caillent. Autrement dit, ne venez pas m'expliquer que c'est le soleil. Donc, autrement dit, regardez, c'est parce qu'ils ont une autre approche. Et puis, ils ont intégré ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que l'exemple que je vous ai un petit peu joué mal tout à l'heure, avec votre collègue, là, quand j'ai dit, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça a été avec le groupe? Ils vont travailler énormément en groupe, ce que je vous ai appelé tout à l'heure l'intelligence collaborative, là. Ils vont énormément travailler en groupe. Travailler en groupe, ça veut dire se situer les uns par rapport aux autres, un aider l'autre, et puis fournir le concept, partager les connaissances, et puis comment tu ressens ça, toi? J'ai pas envie aujourd'hui de travailler. Ok, tac, il va faire une pause en disant qu'est-ce qui se passe pour Bernadette? Et tac, ils vont s'occuper de la personne. Alors, les enseignants ont souvent dit ça en disant nous on est enseignants, on n'est pas psychologue. Je pense que tout le monde a cette psychologie de base pour pouvoir porter un intérêt à l'autre. Ils sont tous parents. Bon, peut-être qu'il y a moyen d'apporter des compétences, mais bon, déjà c'est de mettre de l'humanité. Mais dans le système nordique, ça c'est fait. La performance passera aussi par mon bien-être. Un élève qui va mal dans sa vie, dans sa tête, à mon avis, les maths, ça ne va pas suivre. Ça fait partie de la formation initiale des professeurs alors? Ça devrait. Oui, mais dans les pays scandinaves. Oui. Eh ben, ils ont une tout prof qui passe par un circuit de formation pour devenir prof, il fait de la psychologie du développement. Psychologie du développement, ça veut dire des étapes par lesquelles passe. Voilà, mais il y a bien plus large que le développement. C'est pas parce qu'on vous dira que entre temps et temps, ça fera oh là là. Moi, je suis pas du tout dans le. Elles pigent vite, tellement elles pigent vite qu'elles ont quand même que 7 ans. Et du coup, le monde devient anxiogène. Et tac, il va y avoir des signes. Mais elles sont pigées, curieuses, comprennent. Hop, mais oui, en même temps, c'est anxiogène. Parce qu'elles sont que enfants. Et pour ça qu'on a dit qu'un enfant doit être protégé. Protégé au sens de quoi voilà, qui sentent cette protection. Et voilà, le parent, il n'a pas à raconter tout à son enfant. Vous voyez? Parce que l'enfant, il peut comprendre. Bah oui, il va comprendre. Oui, mais je vous garantis qu'il ne va pas réussir à assimiler. Problématique de divorce, par exemple. Ça, c'est fréquent, je vois, moi, ça, énorme. C'est quoi? Ben voilà, je me suis séparé de son père. Ah bon, vous étiez marié avec son père? Comment vous avez fait? Ben non, son père, c'est à qui? Son père, c'est que elle. Ah bah oui, mais ça change tout. Parce que quand je dis papa, je vous garantis que dans sa tête, ça va chercher je ne sais pas où, mais ça va chercher dans son histoire. Alors quand je dis, je me sépare d'avec, ça va pas coller, d'avec ton père, l'imagination, je me sépare d'avec ton père, ça va entraîner quoi? Mais une angoisse inconsciente. Or, enfin, non, je me sépare d'avec mon mari. Ton père va pas changer, c'est toujours moi. Et c'est ça le fond du problème. Alors, famille recomposée, je veux le faire en version courte. Famille recomposée. J'ai vu des enfants de 18 ans, de 17 ans, dire « Ah, ma mère, je ne l'accepterai pas, hein, qu'elle ait quelqu'un. » Alors, s'il y avait le port d'armes, il tirerait dessus. Et c'est quoi ce cirque? Oh, et je lui demande à mon Lascar, il fait de la muscu, 1m82. Oh, et t'es qui, toi? Je dis ça comme ça parce qu'il aime bien. T'es qui, toi? Bah, moi. Oui, ça, je vois. Et toi, t'es qui par rapport à... C'est qui, elle? Bah, ma mère. C'est ma mère. Mais non, mais c'est pas... par rapport à mon père.
Ah, parce que ça changerait quelque chose. Alors, je vais prendre ça autrement, et ça marche. C'est peut-être ce que je garderai quand je fermerai l'œil. Eh, c'est pas prévu. Donc, si vous apprenez quelque chose, c'est une surprise. Et donc, du coup, parce que il n'y a rien de plus beau que la vie, quand même. Et donc, du coup, regardez. Je vais lui demander, mais... qu'est-ce que je disais déjà? T'es qui, toi? Alors, qu'est-ce que tu... Oui, voilà, ça y est. Heureusement que vous êtes là. Et donc, du coup, regardez, je vais lui demander, qu'est-ce que tu souhaites pour cette femme qui est ta maman? Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais, allez, au plus profond de toi, pour cet être humain qui est une femme, une adulte, et là, je vais te poser les choses. Tao, structurer la personne. Qui est une femme, un être humain, une femme, une adulte, ta maman, une prof, et puis une citoyenne. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Et je vais prendre son prénom à Mathilde. J'ai jamais rencontré un enfant qui m'a pas dit qu'elle soit heureuse. Alors là, maintenant je m'en occupe. Et j'ai dit, toi tu souhaites qu'elle soit heureuse. Et bien alors? Et puis là il comprend. Ah ben ouais. Et là, les conflits, parce que ça arrive souvent à des consultations sur le besoin en disant, ben voilà, avec mon compagnon, mon machin et tout ça, puis alors, ça devient une soupe. Or, en fin de compte, chacun sa place. Tu ne perdras pas ta maman, c'est ta maman. Un être humain, il y a 7,4 milliards d'êtres humains sur Terre. En 1900, il y en avait 1,8. Et après, vous trouvez donc qu'il y a la pollution? Ah, vous multipliez par. Vous avez vu combien on a multiplié? Je voudrais que vous réfléchissiez à l'affaire. Est-ce qu'on a augmenté le bâtiment? Est-ce qu'on a fait un étage? Une terrasse? Pas du tout. Bien, je reviens sur l'affaire. Il faut être concentré. Jusqu'à où? Ah ben non, mais si vous ne me suivez plus. Et donc du coup, regardez, cet enfant-là, il veut quoi? Le meilleur pour sa mère, pour son père, mais il reste à sa place de fils. Et là, l'angoisse, ça part. Et c'est pour ça qu'il paye. Bah oui. Et je vous garantis. Non, ça dépend. Ça dépend. Je vais venir à vélo. Une autre façon de payer. Et donc du coup, mais non. Ça s'appelle la dette. Et donc du coup, alors vous voyez, c'est comme ça que se construit. Dans plein de... Et donc c'est le problème des limites. L'exemple que vous évoquez avec la 3-5 ans, qui jette. Alors il y a la provoque, c'est tester. Mais aussi tester l'expérience. Vous savez, l'enfant, quand il est dans son petit... sur son petit... tac, il jette là, et vous allez nettoyer votre carrelage. Oh, j'ai nettoyé, il jette. Vous dites, c'est pas possible. Bah, il ne voit pas votre carrelage de la même façon que vous. Lui, il teste. Il teste la matière. Vous dites, ça ne se met pas là. Non, puis en même temps, il va amener... puis là, il va avoir une sensation, et là, il a du plaisir. Autrement, c'est du gavage. Et vous savez qu'aujourd'hui, donner à manger à un patient comme ça, c'est de la maltraitance. Vous avez faim? Oui. Non mais vous voyez, oui, j'avais dit. Dernière question. Oui. Et donc vous voyez les comportements, tous les comportements, même dans le droit, ça c'est complètement interdit. Alors on va le laisser découvrir la sensation d'avoir faim et du plaisir de la nourriture. Pardon. Oui, question. Oui. Vous avez très peu évoqué le problème de la phobie scolaire. Vous avez beaucoup évoqué comment réussir au bien-être, le bien-être de l'enfant à l'école. Mais quand un enfant refuse d'y aller, qu'il est malade, est-ce que vous avez des solutions? Moi, je parle de ce que je connais. Oui. J'en ai vu, je ne sais pas, on va dire une vingtaine. Suivi, et puis des sacrées affaires. Celui qui aura duré le plus longtemps. Alors, je ne cherche pas de pub, ne me téléphonez pas, je suis débordé. Donc, j'ai plus de place, j'ai plus rien, et tout, oubliez-moi. Allez chercher à Rennes, il doit y avoir des petits. Et donc, du coup, parce que, je pourrais travailler 7 jours sur 7, et les 7 nuits des 7 jours sur 7, et je n'arriverai pas à faire. Maintenant, j'ai rien inventé, je fais ma façon, je suis clinicien, point. C'est comme les médecins, ils sont tous médecins, et ils font ça à leur façon. Alors, le plus long que j'ai eu, moi, ça a commencé forcément en septembre, ça a commencé en septembre, ça finit en mars. Et l'enfant, il n'allait pas. Alors, il était en 5e, ou 4e, 5e, je crois.
5e, avec un petit parcours avant. Je raconte un peu juste une histoire que je vais forcément me maquiller. Et donc du coup, et cet enfant-là, par exemple, on va regarder comment on peut faire. Il faut trouver des solutions. Vous vous rappelez, je vous ai dit faire que les choses s'améliorent. Il n'y a pas de philosophie à faire. Hein, parce que les parents ils sont angoissés aussi. Hein. Et puis l'école met le système, et puis tout le monde, voilà, médecin scolaire, et puis et donc du coup, j'ai essayé de comprendre, j'ai vu les parents, j'ai vu l'enfant, etc. Et puis le moyen, etc. Et à partir de là, il restait chez lui. Et puis, il avait une grand-mère ou un grand-père qui l'amenait quand il allait un peu mieux à 10h. Ou 11h. Ou l'après-midi. Ou quelquefois il n'allait pas parce qu'il ne pouvait pas. Ne fait pas exprès, et c'est pas de la comédie. Alors donc du coup, bon là, ça dure un peu, et on a essayé de mettre des codes. Moi, un premier code que j'ai essayé de mettre, c'est changer le comportement en disant, ben voilà, ben, tu vas essayer, moi je te sens capable, on pose des choses, il parle, il était plutôt ouais, ben, de bonne composition, on va dire, il ne fait pas ça comme en disant, il allait voir un gendarme, pas du tout, moi je n'approche pas des gens comme ça, et à partir de là, je tisse d'abord un lien, après on voit ce qu'on peut faire. Et alors, je lui dis, bah, on va faire un système de qu'est-ce que tu en penses. Tous les jours, tu vas demander à tes parents de m'amener un texto, mais c'est toi qui l'écris. 0, 1, 2, 3, 4, 5, quand je me lève, j'ai combien de tension? 0, pas de tension du tout. 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas, je suis terrorisé. Très bien, je veux la tension. Ah ouais. Il est grand, il a eu le bac S avec mention. Très bien. Oui, et ben il pleurait lundi soir, lundi matin. Eh oui, parce que quoi? C'est la séparation. C'est la séparation. C'est pas simple. Donc ça s'apprivoise, et voilà, mais il y a normalement des solutions à tout. Mais la phobie scolaire, c'est quelque chose de récent, c'est clair. J'en ai jamais vu, il y a 10 ans, j'avais pas vu une. La première peut-être que j'ai vue il y a 5 ans. Et le harcèlement, comment nous, en tant qu'adultes, à part essayer de comprendre, parce qu'on a bien compris que et le harcelé et le harceleur sont malheureux, en gros. Ouais, et comment on peut faire pour... parce qu'il y en a quand même de plus en plus. Oh. Et on ne sait pas tout, loin de là. Quoi. Ah non, et les enfants qui sont harcelés, bah, les harceleurs sont sans doute malheureux, mais les enfants harcelés, bah, ça peut faire de la... ça, moi, mon neveu, ça fait la phobie scolaire, par exemple. Déjà, la première chose, c'est de se faire aider. Enlever le tabou. Mais il est tombé, le tabou. Avant, on n'allait pas voir les psys parce qu'on disait on n'était pas fous. Et je leur dis, moi non plus. On devrait pas s'entendre. Vous avez l'impression, peut-être bon, donc, normalement, non. Donc, déjà, c'est faire ça. Se faire aider. Déjà, ça. Aller à l'extérieur. Aller voir. Parce qu'en fin de compte, il y a des choses simples sur celui qui est harcelé. Celui qui est harcelé, il est victime. Pas coupable. Et il se sent toujours coupable. Je suis pas bien, voilà. Mais qui est bien dans son corps ici? Mais à l'adolescence, à l'enfance. Moi, je vois des personnes, par exemple, je vais voir une fille, je vais dire comment tu te sens dans ton corps? Moi, je vois le corps, je me dis purée, pas trop mal quand même. Je vois son corps, je me dis purée, quand même pas trop mal. Hein, voilà, en termes de c'est pas trop mal quand même. Je me dis ça. Et je dis comment tu te sens toi? Oh, pas bien. Là, j'aime pas. Ah ouais. Et là ah bon? Et puis, qu'est-ce que tu aimes bien? Parce que c'est quand même important aussi. Mes yeux. Bon, bah, ça c'est déjà fait. Non, mais c'est ça l'éprouvé d'un être humain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre le schéma corporel, vous avez tous à peu près l'éprouvé de vous-même, on a vu un peu tout à l'heure, et puis l'image corporelle. Et dans le moment de l'adolescence et du collège, quand on se construit, ben, on est très sensible au regard de l'autre. On est même complètement obnubilé par le regard de l'autre, quelquefois, voilà. Et puis après, ben, les mots blessent. Les attitudes blessent. Et là, ben, il faut remettre les choses. Parce que quand on enlève, ben non, c'est pas admissible ça, et je vous garantis que ça enlève un peu de poids quand même. Et surtout quand c'est dit par un tiers. Vous comprenez? Vous êtes sa mère. Elle va bien imaginer que vous ne lui en voulez pas trop quand même. Et puis elle va vous sentir affectée. Ce qui est extraordinaire chez l'enfant, l'enfant va essayer de protéger sa mère et de protéger son père. Et pourtant elle a 6 ans. 2 ans c'est pareil. Elle va protéger l'un et l'autre. C'est humain. Donc autrement dit, le tiers extérieur va symboliser ça. À partir de là, donc ça c'est pas accepté. Mais ils disent tout ça. Alors moi, je vous dis comment je fais. Je dis, ben voilà, ok, est-ce que c'est connu, etc. Et je dis, est-ce que tu te sens capable d'en parler à un de tes profs?
Je dis, lequel? Alors j'ai un vrai répertoire, hein, j'ai tous les noms, j'ai pas les photos. On va m'amener un trombi, j'ai pas les photos. Bon, il y a 2-3 que je connais quand même, mais que j'ai jamais vu leur tête. Qui sont des personnages dans mon existence, je les ai jamais vus. Parce que forcément, je suis sur un territoire, donc vous comprenez, j'entends toujours parler des mêmes. Et donc du coup, bah oui, voilà. Bon, et donc du coup, mais c'est plutôt beau. Et alors, donc je lui dis, bah, est-ce que tu es capable de lui en parler à cette prof-là? Parce que c'est elle qui va me dire, oui, ok. Pour quand tu le fais? Pas philosophe, moi. Pour quand tu penses tu pourras le faire? Tu me dis. Je t'ai pas fait de me dire demain matin si tu ne le fais pas. Tu vois bien comment je suis. Je veux les choses sincères, authentiques, comme tu es. Pas la peine de... tu veux tromper qui? Quand tu mens à quelqu'un, il n'y a pas de mensonge parfait. Parce que si je sais que je mens, mais que tu ne le vois pas, tu ne le sauras jamais, moi je sais que j'ai menti. Comment tu te débarrasses de cette affaire-là? Et donc à partir de là, il piche très bien. Et donc je dis pour quand? Et puis elle me dit, ben, pour jeudi. Ok. Après on se voit. Tu lui expliques, et je prends des précautions. Tu lui dis, ben voilà, comment tu vas faire? Ben, tu vas la voir, à quel moment, tac, tu fais repérer, parce que vous n'êtes pas toujours disponible. Vous imaginez bien, vous ne l'attendez pas. Vous êtes des êtres humains avec des limites. Tu comprends. Si jamais elle n'est pas disponible, tu comprends bien. Tu repères, tu repères bien le bon moment, tu y vas. Mais si tu rates, tu lâches pas. Tu dis, ah bah ouais, bah oui. Perdu. Tu la reprends à un autre moment. Tac. Mais souvent, ils vont me dire, non, je ne peux pas. Et là, c'est là que moi je dis, attention, moi, mon métier, mais je l'ai expliqué au départ, j'ai expliqué mon métier, ils savent quel est mon métier. J'ai dit, attention, moi, tu veux un certificat? Là, ça plombe tout le monde. C'est un acte de droit. Si je donne au juge, ça marche. Si moi je mets quelque chose, ça m'engage avec mon numéro d'ADELI, et au nom de la société, les êtres humains sont là pour te protéger. Alors j'explique ça, ils comprennent ça. Normalement, j'ai rarement vu de situations qui bloquaient à cause de ça. Je pense qu'il y a toujours, maintenant je vous dis, je suis pas un service de psychiatrie hospitalier, donc je ne vois pas tout le monde, mais voilà, il ne faut pas laisser ça s'installer. Il ne faut pas laisser ça s'installer. Donc, bien distinguer, victime, et celui qui est responsable. Responsable, coupable, je ne sais pas. Mais voir si c'est intentionnel. Parce qu'il y a des fois, oui, il y a des fois, c'est pas tant entre le masculin et le féminin. Waouh! Bon. Parce que quand ils arrivent à un certain âge, quand même, nous on a ça au lycée, oui. Les harceleurs, ils comprennent, quand on en a eu qu'avec 17 ans, ils savent quand même ce qu'ils font, quoi. Enfin, moi, ça me met dans une colère. Alors, ils savent ce qu'ils font, bah oui. Enfin, quand alors, même. Juridiquement, ils savent ce qu'ils font, parce que vous avez bien vu qu'après 12 ans, ça les implique différemment qu'après 15 ans. Et à 17 ans, c'est encore plus près de 18. Et à 18, à mon avis, là, ils vont sans les parents. Donc, vous voyez, c'est une autre dimension. Mais l'objectif n'est pas de pendre quelqu'un. L'objectif est de l'amener à prendre conscience, de l'amener à chercher à devenir... Ben, moi, c'est ma conception du monde. Hein, chercher à devenir meilleur. Moi, je ne suis pas là pour compter combien on a mis de jours de prison. C'est pas ça mon job. Donc, mais par contre, à un moment, il faut comprendre. Et à un moment, il faut assumer ce qui est fait. Mais... Vous avez dit que c'est le monde numérique qui allait changer. Voilà maintenant qui nous surveille. Là, c'est pas possible. Oui, c'est fini. Et là, vous avez vu, on est sous surveillance. Et une dernière question, c'est fini. Non, juste moi, je voulais revenir sur le développement psychologique de l'enfant et le développement comportemental. Oui. Et moi, dans un autre domaine, toujours de la médecine, toujours quand j'étais externe dans les hôpitaux, on avait en charge, puisqu'on était étudiant hospitalier, c'est-à-dire que l'externat avait été supprimé et tout étudiant en médecine qui avait passé le concours avait une demi-journée à l'hôpital. Oui. On faisait aussi le rôle d'infirmier, etc. Et à côté, on avait des UV à valider de psychologie de l'enfant, selon Piaget. Voilà, non, mais j'étais pour revenir. Voilà, parfait. Et moi, au moment, j'étais choqué en disant, nous, ce qu'on veut, nous, on est jeunes, on était jeunes à l'époque, on avait des patients, et moi, j'étais dans un service d'urologie où il y avait des cancers de la prostate, etc. Et ben, j'aurais dit, moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui, au pied du malade, m'apprenne comment... L'annonce, déjà, je me suis... Exactement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, au niveau médical, c'est récent. Ouais.
C'était l'annonce de... Ouais. Et c'est ça que j'avais approché, et je l'avais dit, écrit. Et... Voilà. Ça s'appelle aujourd'hui de l'analyse de la pratique. Ouais. Ça va s'appeler de l'analyse réflexive. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est fondamental. Et je pense que l'enseignant, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Piaget, moi j'appelle ça question pour un champion. C'est-à-dire, autrement dit, vous me sortez les stats de Piaget, mais vous en ferez rien du tout. Oh purée, 10 sur 10. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'importe dans mon métier de transmettre, c'est le sens clinique. C'est-à-dire, à quoi, quel impact ça va avoir chez cet être-là. Donc, les mots, mais on est agi des mots. On est agi des mots. Donc, voilà. Et c'est dans ce lien-là. Et chercher à devenir meilleur. Chercher. Qu'est-ce que l'autre va entendre? Écouter, par exemple. Et on finira là-dessus. Écouter, c'est quoi? C'est rejoindre l'autre là où il est. Si j'écoute votre collègue, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je sais, je m'en fous tout ça. C'est, je vais essayer de rejoindre là où elle est, dans ce qu'elle dit, dans les mots qu'elle trouve pour le dire, dans ce qu'elle ressent, et là, j'apprends ce qu'elle vit. Et pas ce que ça me fait, on s'en fout. Et là, à partir de là, je peux être aidant. Écouter, c'est rejoindre l'autre là où il est. Et quand vous êtes dans vos métiers, où vous êtes en relation avec des tiers, si vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'il me dit quand il dit ça, qu'est-ce qu'il ressent quand il dit ça, là vous avancez, et en plus vous faites du lien humain. Et le non-dit derrière. Bah bien sûr, bien sûr. On est dans une relation d'aide. Bah oui, mais c'est que ça. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette intéressante soirée. Sans PowerPoint. Oui, ça. Et rendez-vous à ceux qui nous suivent le 15 octobre, dans 15 jours, mais à l'Ornans. On retourne dans notre salle habituelle pour une grande soirée sur la sorcellerie en Bretagne. Si chacun peut rapporter sa chaise.